Écoutez, welcome everybody, bonjour à tout le monde. Bienvenue donc sur cette première série de webinars qui va normalement animer toute la semaine pour parler d'un sujet qui nous touche à toutes et à tous et depuis plusieurs années qui est l'obésité. Donc c'est vrai que c'est une semaine qui est un peu particulière parce qu'on a vraiment envie de faire parler un peu tout le monde, pas tout le temps les mêmes personnes et surtout montrer que l'approche pluridisciplinaire de l'obésité, c'est probablement la seule approche qui est logique pour la prise en charge des patients. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités, des nouvelles molécules pour traiter l'obésité, de nouveaux traitements chirurgicaux, les robots, l'endoscopie, les ballons. Mais il y a quand même aussi l'actualité sur le nombre de patients obèses dans le monde. Différents articles sont sortis aussi récemment qui seront commentés dans la semaine. Sachez que la Ligue contre l'obésité a la fierté, on va dire, de relancer encore une fois l'étude épidémiologique nationale, hein. On avait lancé OBEPI, relancé OBEPI il y a 4 ans. Ben, dans 2, 3 mois, on aura les résultats de la nouvelle enquête qui va changer de nom. On vous dira exactement comment ça va s'appeler, mais c'est un gros, gros projet de la Ligue parce que cette enquête épidémiologique, elle a un rôle politique important. C'est vrai que l'obésité, finalement, est assez peu abordée au niveau politique. C'est un des questionnements qu'on a depuis des dizaines d'années. Je trouve que l'obésité n'est pas trop mis en avant. En tout cas, le problème de l'obésité n'est pas trop mis en avant au niveau politique. Ça commence à bouger. On va bientôt avoir des rendez-vous politiques importants à la Ligue pour essayer d'avancer les pions. Comme moi, je voulais remercier toute l'équipe de la Ligue pour commencer ce webinaire. Marion en particulier, qui est notre nouvelle directrice et qui mène l'équipe de main de maître avec une ambiance qui est retrouvée. On a eu des très bonnes nouvelles quant à tous les problèmes qu'on avait eus ces derniers mois. Donc, on est reparti sur une année qui va être extrêmement positive et dynamique. Un grand merci aussi aux bénévoles, Alina, Claudine, Les Fabres et Aurélie Quillet et tous les gens qui sont avec nous au bureau depuis très très longtemps. C'est les 10 ans cette année, hein, donc on essaiera de célébrer ça et j'espère que vous serez présents. Mais nous, on va travailler sur une soirée d'anniversaire aussi pour partager un moment de convivialité et remercier tous les bénévoles parce qu'il y a de moins en moins de bénévoles. Et je trouve qu'on a réussi à agglomérer autour de nous des équipes qui sont motivées, toujours de bonne humeur. Et ça fait du bien. Voilà. Donc, à titre perso, je suis un peu fatigué parce que je rentre d'Arabie Saoudite où je suis allé développer la nouvelle technique là, qu'on a mis au point à Montpellier de Nissan Sleeve. Pour vous dire que ben, dans ces pays là-bas aussi, ils ont de gros problèmes d'obésité. On n'est pas les seuls. C'est un problème mondial. Et c'est pour ça que c'est une journée mondiale, en tout cas une semaine mondiale autour de ce problème d'obésité qui a été mise en place. Voilà. Donc, bonne semaine, bonne discussion. Merci beaucoup, David, pour l'ouverture. À bientôt. À bientôt. Du coup, je reprends la main. Donc, du coup, avant de passer sur le webinaire, je vous fais une petite présentation quand même de la Ligue, donc la Ligue nationale contre l'obésité. Mais du coup, voilà, on est une association nationale de bénévoles, d'associations de patients, de professionnels de santé, des établissements de soins également, et en fait de toute personne qui est concernée directement ou indirectement par la maladie de l'obésité. Comme le disait tout à l'heure le professeur Noka, aujourd'hui, l'obésité représente 8,5 millions de personnes qui, en France, dont 17%. On l'a vu par le biais de l'étude OBEPI-Roche en 2020. Donc, du coup, nous, notre rôle, la Ligue, c'est une ligne d'écoute, OB Écoute, où du coup, toute personne qui se pose des questions sur son poids ou pour un de ses proches peut appeler pour avoir des renseignements ou une redirection. Nous avons également un organisme de formation dans lequel on fait des sensibilisations à l'obésité, les formations ETP, prise en charge diététique du patient. On a une 31 associations de patients sur le national, donc qui nous représentent tous les jours lors de leurs actions. Et vous avez d'ailleurs des présidents d'associations ce soir
dans la présentation de ce webinaire. Ils se présenteront eux-mêmes après. Et après, voilà. Donc, du coup, la Ligue, elle travaille vraiment sur la sensibilisation. Le but, c'est vraiment de pouvoir lutter contre les discriminations, de pouvoir revendiquer que l'obésité est une maladie chronique. Et c'est notre combat, parce qu'effectivement, ça a été reconnu comme tel en 97 par l'OMS, mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir en France. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour la Ligue aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Le but, c'est pour que vous puissiez bénéficier de ce webinaire sur l'obésité, une maladie. Donc là, je vais donner la parole à Alina Constantin, qui est la présidente de notre conseil de patients. Donc, du coup, toutes les personnes qui vont présenter ce webinaire aujourd'hui sont bénévoles et s'investissent au sein de la Ligue depuis pas mal de temps maintenant. Donc, je les remercie avant qu'ils commencent. Et du coup, on vous écoute. Et oui, et je termine juste, donc n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, vous les mettez dans les questions-réponses. On est là pour les recenser, pour vous répondre au fur et à mesure, ils vous répondront. Le but, c'est de vous apporter toutes les informations nécessaires, de vous apporter et de répondre au maximum de questions. Il y aura des rediffusions de ces webinaires, comme on le disait tout à l'heure. D'ici 2, 3 semaines, je pense qu'on la mettra sur notre chaîne YouTube. On vous mettra aussi notre chaîne YouTube tout à l'heure affichée, comme ça, vous aurez toutes les informations, mais n'hésitez pas. Voilà. Alina, je te laisse la parole. Merci. Merci Marion. Voilà, donc ça, c'est le titre de notre webinaire de ce soir. L'obésité, une maladie. Nous l'affirmons, donc ce n'est pas un signe d'interrogation que vous voyez, mais un signe d'exclamation. Pour cause, nous nous proposons ce soir de répondre en fait aux idées reçues. Et d'ailleurs, Marion, tu pourras montrer la prochaine slide qui présente voilà, quelques-unes de ces idées reçues qui ont été recueillies cette semaine sur les réseaux sociaux. Et à travers ce webinaire, nous allons pouvoir répondre, peut-être, nous espérons, à toutes ces idées reçues et les déconstruire. Donc, je vous laisse en prendre connaissance sans que je les lise. Voilà. Donc, il y a l'alimentation, la société qui stigmatise la personne, l'obésité est un choix, la grossophobie. Merci. Suivant. Voilà, donc pour commencer, je vais vous présenter le conseil de patients de la Ligue nationale contre l'obésité, qui est une instance consultative et une des trois qui existent à la Ligue. Il y a aussi un conseil scientifique, un conseil opérationnel de bénévoles qui sont professionnels. Et nous sommes des personnes avec une expérience vécue de l'obésité. Donc, des représentants d'associations de patients et des patients bénévoles engagés. Et le conseil de patients a pour mission de faire connaître et promouvoir la science de l'obésité et militer pour une évolution des mentalités au regard de la stigmatisation liée au poids. Et bien sûr, être force de proposition auprès des instances publiques, régionales et nationales. Donc, être en lien avec les pouvoirs publics. Mais aussi exprimer le point de vue holistique, c'est-à-dire médical, mais aussi au-delà du domaine médical, de l'expérience vécue avec la maladie, pour enrichir et compléter la vision professionnelle et médicale de l'obésité. Voilà. Donc, faciliter le lien entre les associations de patients et l'ensemble des acteurs de l'obésité. Ça, c'est aussi une mission que l'on se donne. Et puis surtout, incarner les valeurs associatives de la Ligue nationale contre l'obésité, qui met l'accent sur la défense des droits des personnes en situation d'obésité sous tous les aspects. Donc, autant dans le médical, pour la stigmatisation, pour les logements ou voilà, juridiques. Et nous avons nos membres, dont une bonne partie sont ici présents ce soir. Donc, il y a moi, Alina Constantin, il y a Claudine Canal, Catherine et Jean-Jacques Fabre, Virginie Gagnon,
Marie-Claire Lafuente, Marie-Rose Moreau et Aurélie Quillet. Et je vais laisser la main euh, à chacun, en fait, au moment d'intervenir, de se présenter un peu plus amplement. Claudine, je crois que c'est à toi. C'est ta partie, le rôle Ah des bon, associations. mais On on ne me t'entend. voit pas apparaître. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Alina, sur la diapo. Il faudrait changer la diapo à côté. Mais bon, je vais commencer, il y a pas de problème. Donc, je suis Claudine Canal, je suis présidente de l'association Poids Plume France, qui intervient dans le champ de l'obésité et qui est présent sur le territoire de l'Île-de-France depuis plus de 12 ans. Et je suis effectivement, je suis très engagée et le fait d'avoir pris cette charge au niveau des associations, de l'association était que moi, ça me guérissait au niveau de ma maladie aussi et dans mon, comment dirais, dans mon ADN, moi, je suis toujours là pour aider et tendre la main aux autres. Voilà. Donc moi, on m'a chargé de parler du rôle des associations. Donc, on va démarrer. Donc, on l'a largement présenté depuis le début. Il y a effectivement différentes associations. Il y a des associations au titre national et des associations au titre local. Donc, qu'est-ce qu'elles font, les associations locales, nationales, pardon, dont fait partie la Ligue contre l'obésité? Eh bien, elles vont Micro, Claudine. désactiver tout seul. Désolée. Est-ce que c'était juste 5 minutes ou... Juste là, tu parlais des Ouais. associations nationales. Alors, les associations nationales, en fait, elles sont là pour prendre en charge et porter la voix du patient auprès des instances, auprès des politiques, auprès de différentes actions qui ne pourraient pas être portées localement, mais l'association locale va remonter toutes les problématiques. À juste titre, Alina a parlé aussi de stigmatisation. Ils font donc tout ce qui est plaidoyer. Ils représentent les associations locales auprès du ministère, auprès de la haute autorité de santé. Et ce sont des associations qui vont avoir un poids vers les politiques et différentes structures euh, à haut niveau. Mais les locales, elles sont beaucoup plus près du patient. Elles peuvent avoir aussi des actions, bien sûr, de stigmatisation ou de venir en aide pour les stigmatisations, de venir en aide sur différents points que l'on a énoncés auparavant. Et dans ces locales, eh ben, il va y avoir donc des patients lambda qui vont être plus près de la population et elles vont s'occuper plus largement en fait de toutes les problématiques dans leur région et au niveau local et être vraiment sur le terrain. Et ça, je, je le dis haut et fort sur le terrain. Et ces associations font vraiment un travail de petites fourmis. Elles peuvent vraiment être aussi un poids dans la balance. Donc, dans les associations locales, on peut trouver effectivement différents, comment dirais-je, différents champs d'application, notamment l'accompagnement et le partage d'expériences. Donc, il va se faire vraiment avec tout l'ensemble de l'association, des associations et des adhérents. C'est quelque chose qui est très demandé puisque, en fait, les personnes sont un peu perdues et il faut qu'ils sachent aussi que, ils ont donc des voix là-dessus et ils peuvent effectivement aller vers les autres. Les échanges de pairs, c'est vraiment quelque chose qui nous font grandir, hein. C'est important. Ensuite, les associations locales vont peut-être mettre en place aussi des ateliers. Donc, qui dit ateliers et activités. Donc, quand on parle d'ateliers, c'est par exemple des ateliers de redécouverte du corps, des ateliers sur la sophrologie, des ateliers, tout ce qui va aider le patient à aller au-delà et d'avoir en fait
de bien se sentir et de bien récupérer peut-être cette façon d'être mal-être. Et effectivement, ça va aller en soi-même, dans le partage et l'accompagnement d'expériences. Ensuite, les activités. Les activités, il y en aura différentes. Ils peuvent y avoir, par exemple, des rassemblements pour aller faire une marche, de faire un défi, de faire différentes choses. Et là, ça va propulser. Et il faut aussi dire que ce partage d'expérience est très important parce que la personne en situation d'obésité, malheureusement, elle est trop montée du doigt et elle se sent des fois très, très seule et mal accompagnée, ainsi que mal accompagnée de leur entourage. Et ça leur donne aussi la possibilité de pouvoir échanger sans tabou et de revenir sur des problématiques qui ne pourraient pas énoncer à différentes personnes. Et nous en tant qu'association de patients, on est la petite oreille et on ne va pas juger. Ça sera quelque chose de très bienveillant et on est, voilà, de très bienveillant. Ensuite, qu'est-ce qu'elles font aussi les associations? Parce qu'elles font beaucoup, beaucoup de travail, comme je vous ai dit, et ce bénévolement, il faut toujours le rappeler. On fait beaucoup d'actions en bénévolat. Donc, il y a donc ce qu'on appelle de l'information, de la sensibilisation et de la prévention. Alors, c'est quoi tout ça? Effectivement, on va informer sur les différents parcours. On va, par exemple, des personnes qui sont perdues de vue, qui nous ont contact, on va les remettre, on va essayer de les reguider, de l'écouter, de l'informer, de leur mettre dans un parcours, puisque c'est important, puisque l'obésité, comme on l'a dit, il faut vraiment le marteler. Et je pense que c'est un message qu'on va dire ce soir plusieurs fois. L'obésité est une maladie et cette maladie est très méconnue. Et en fait, on est aussi pas écouté. Et c'est là qu'il faut porter la voix du patient. Et c'est là qu'il faut vraiment faire des actions pour que tout le monde comprenne que c'est une maladie vis-à-vis du grand public, puisqu'elle est encore mal perçue comme une maladie, malgré qu'elle est reconnue par l'OMS depuis 1997 quand même, hein. Il y a des choses d'aberrance. Ensuite, il va y avoir aussi des créations comme des créations ou des événements comme aujourd'hui. Donc, c'est des événements très forts, hein. Mais l'obésité, c'est pas un seul moment de l'année qu'on doit en parler. Là, c'est l'occasion de parler par rapport au World. Mais je pense qu'il faut vraiment créer dans nos régions des événements où on martèle que l'obésité une maladie et qu'on sensibilise la population et qu'on apporte vraiment les événements se cantonnent pas qu'au road, quoi. C'est ce que je voulais dire, en fait. En plus, l'importance, on peut effectivement collaborer avec des équipes ou pas, parce que moi, je connais plein d'associations qui ne collaborent pas forcément avec des équipes médicales ou thérapeutiques. Elles vont effectivement, ça va être, une aide aussi ça va valoriser un parcours d'obésité et le fait de faire des actions et que effectivement on entende la voix du patient et qu'on est très impliqué, ça va donc mener à plein de choses et à plein de possibilités. Donc effectivement être formé peut-être en éducation thérapeutique et là la Ligue organise beaucoup de formations là-dessus. Je vous invite à aller voir le calendrier. Et de pouvoir s'inscrire dans ce cadre en formation ETP, c'est prévu pour les associations. Être aussi patient ressources. Donc, patient ressources, c'est quoi? C'est effectivement de porter la voix, de témoigner lors de réunions d'information sur sa vie au quotidien, sur des choses particulières. Alors, il y a différents types de patients. Il y a des patients ressources, il y a des patients partenaires, des patients experts. Et là, les patients experts, ils sont pratiquement tous formés à l'éducation thérapeutique. C'est pour effectivement pouvoir s'impliquer dans la maladie, pouvoir être un acteur de l'équipe médicale aussi. Moi, j'interviens dans certains établissements, j'ai ce rôle. J'évalue des programmes d'éducation thérapeutique, je les accompagne, j'anime et c'est très enrichissant. Voilà. La définition du patient partenaire, on vient de la donner, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi, c'est la lutte contre les discriminations. Et là, vraiment,
on peut être vraiment un soutien et faire effectivement orienter vers la ligne d'écoute OB écoute de la Ligue. Et orienter, c'est important parce que les discriminations, malheureusement, on en vit tous les jours dans la vie quotidienne. Et vraiment, toutes les informations qui remontent du terrain peuvent servir à notre association nationale qui est la Ligue contre l'obésité. Et ça, c'est très important que eux, ils aient tous ces problèmes, ces cassures de parcours, puisque là, ils vont vraiment ils vont jouer un rôle et ils pourront monter pour défendre la voix du patient et pourront aller plus haut. Voilà. Moi, j'ai fini. Je laisse la parole à. Alors bon, on a remis les quatre, excusez-moi, on a remis les quatre priorités des associations de patients. C'est l'information, le soutien, l'aide et l'écoute. Et puis donc, pour toutes celles qui ne sont pas encore adhérentes à la Ligue, bah, je vous invite à aller regarder sur le site Internet pour contacter la personne pour effectivement pouvoir aller pour être adhérent. Et plus on portera la voix en haut, et plus ça sera bien. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la Ligue. Je laisse la parole maintenant à Aurélie qui va vous parler d'autre chose. Merci Claudine. Alors moi, je suis Aurélie Quillet, je suis psychologue, patiente experte, consultante et formatrice en obésité. Et je suis aussi présidente d'une association locale vers Lyon qui s'appelle Lyon Info Obésité, dont Claudine Cahanal a déjà parlé des missions et des objectifs. Alors moi, d'abord, j'aimerais vous présenter ces quelques chiffres quand même qui sont assez étonnants. Dans le monde, il existe 2,3 milliards d'adultes en surpoids et 1,4 milliard d'adultes en obésité. Évidemment, le pays le plus touché, sans surprise, c'est les États-Unis, avec plus de 35% de sa population en obésité. Et en France, on est à peu près dans les moyennes mondiales. David en a parlé tout à l'heure. Donc, ça concerne 17% de personnes en obésité, plus 32% de personnes en surpoids. Ça veut dire que la moitié de la population française est au moins en surpoids. Il s'agit également d'un enfant entre 3 ans et 17 ans sur 5. Les estimations, on va dire, pour 2030 sont assez alarmantes, puisqu'aujourd'hui, donc, c'est une personne sur 5 qui est en obésité en France. Et d'ici 2030, on estime qu'on passera à une personne sur 4. Donc, il s'agit bien d'une pandémie mondiale, hein. J'insiste sur le mot pandémie, puisqu'on a déjà parlé du Covid, mais l'obésité est une pandémie qui est bien plus importante encore et depuis plus longtemps que le Covid. Suivante. Pour illustrer ça, je voulais vous montrer cette petite carte aussi du monde qui présente les pays les plus touchés en proportion de leur population. C'est les pays les plus noircis. Vous voyez qu'on voit effectivement aux États-Unis, au Canada, au Mexique, mais aussi dans les pays du Moyen-Orient, hein, dont David a parlé tout à l'heure, en Arabie Saoudite et en Égypte, où les chiffres sont assez impressionnants. Les îles du Pacifique qui sont un petit peu moins représentées sur cette carte, mais qui sont aussi extrêmement touchées par l'obésité. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est que les bonhommes rouges représentent le nombre de personnes en obésité en millions de personnes. Et là, vous voyez que bon, bah, on retrouve ces bonhommes rouges effectivement en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, mais également dans des pays émergents au Brésil ou en Chine notamment, où on n'a pas vraiment l'habitude de voir des personnes en obésité, en Chine et en Inde. Et donc, ça représente pas beaucoup en termes de proportion de la population, mais vous voyez qu'en Chine, on est quand même sur 36,9 millions d'individus en obésité. Donc, ça va commencer à être un plus gros problème encore sur ces prochaines années. Suivante. Donc, sur la définition de l'obésité, puisque c'est notre sujet du jour, c'est bien une maladie. On l'a dit, depuis 1997, elle a été déclarée comme telle par l'Organisation mondiale de la santé. Plus précisément, c'est une maladie inflammatoire du tissu adipeux. Une maladie métabolique, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement en fait au niveau du corps qui va venir induire une prise de poids plus importante et un frein aussi à la perte de poids. J'y viendrai sur ma diapositive suivante. Mais c'est également aussi une maladie chronique, persistante et récidivante, au sens où il n'y a pas de guérison spontanée de la maladie obésité. Donc on parle bien d'une maladie chronique. C'est important de le redire. Alors pour illustrer ça, diapositive suivante.
Je vous explique le mécanisme. Donc, on a parlé du tissu adipeux qui est constitué de cellules qu'on appelle les adipocytes et qui, en prenant du poids, vont grossir, s'hypertrophier petit à petit et elles vont aussi se cumuler, c'est-à-dire qu'il y a d'autres cellules adipocytes qui vont venir d'ailleurs et qui vont faire en fait vraiment un tissu adipeux beaucoup plus gros, beaucoup plus important. Donc ces cellules, elles sont notamment plus grosses, mais aussi plus en quantité. Elles vont venir s'organiser et fibroser euh, partout dans l'organisme et créer une inflammation en fait petit à petit, notamment au niveau des organes et des artères. Et c'est ce qui va venir créer des complications plus tard. Alors, ça, c'est donc au moment de la prise de poids. Maintenant, au moment de la perte de poids, quand on perd du poids, cette inflammation peut se résorber un petit peu, ces cellules adipocytes peuvent se réduire en taille. Par contre, le nombre d'adipocytes qui s'est multiplié ne pourra jamais revenir en fait à un nombre entre guillemets normal, enfin que le tissu adipeux constitue normalement. Donc, c'est bien la raison pour laquelle effectivement on ne guérit pas de l'obésité et qu'on a toujours ces fameux adipocytes qui vont continuer à pulluler et à faire du mal à l'organisme et elles vont rester en fait vides et avides de reprendre de la graisse et du poids. C'est bien pour ça que c'est un problème pour l'instant dont on n'a pas la solution en tout cas à l'obésité. Diapo suivante. Alors, pour expliquer aussi à quel point cette maladie est complexe et la définition de cette maladie est complexe, c'est ce schéma. Alors évidemment, on voit rien. Hein, j'ai bien conscience qu'on ne voit rien, mais c'est juste pour vous expliquer les différentes causes qui peuvent exister, parce qu'on ne peut pas comprendre l'obésité sans en comprendre les causes. Les causes, elles sont multifactorielles, donc vous voyez il y a des blocs, on va dire, qui sont mis ensemble, comme la psychologie individuelle, la psychologie sociale, la consommation alimentaire, mais aussi la production alimentaire, la physiologie de l'individu, etc., etc. Et donc, vous voyez que ce schéma, en fait, qui est extrêmement complexe, montre à quel point les déterminants, les causes de la maladie obésité sont vraiment multiples, pour pas dire infinies. Alors, pour parler plus précisément de ces causes, parce que je pense que c'est que comme ça qu'on comprendra véritablement le cheminement qui amène l'individu à aller dans l'obésité. Diapo suivante. Je vous montre ce schéma donc de ces causes avec, vous le voyez en bas, donc il faut voir la pyramide de bas en haut. Donc on va commencer par le bas. À la base de la pyramide, en fait, et des causes multifactorielles de l'obésité, on a des prédispositions, c'est-à-dire un corps qui est plus sensible à la prise de poids et qui va résister à la perte de poids. Ces prédispositions, elles sont notamment génétiques dans le cadre des obésités syndromiques, mais surtout épigénétiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mutations au niveau des gènes qui vont engendrer des troubles endocrinologiques divers et variés et qui vont donc créer cette complication, enfin cette dérégulation métabolique que va entraîner l'obésité. Le microbiote aussi, on en a un petit peu parlé ces dernières années notamment. C'est aussi une prédisposition dès la naissance. On peut avoir un microbiote qui est moins enrichi de bactéries et qui va donc amener plus facilement à l'obésité. Et puis certaines maladies ou troubles métaboliques qu'on peut aussi connaître dans la population générale, comme l'hypothyroïdie notamment, l'insulinorésistance ou le syndrome des ovaires polykystiques chez les femmes. Et puis les cycles hormonaux aussi que j'ai précisé chez la femme parce que là aussi il y a un petit terrain génétique qui va prédisposer entre guillemets à la prise de poids. Donc ça c'est la base. On peut déjà de base avoir quand même une prédisposition à l'obésité. Et sur le milieu de la pyramide, on va avoir un environnement qu'on appelle obésogène, c'est-à-dire qui va venir faciliter ou déclencher une prise de poids par divers mécanismes. Alors, c'est une liste non exhaustive, mais je vais parler d'abord et en priorité parce que ça me semble être vraiment la base de cet environnement obésogène, des perturbateurs endocriniens et de tous les polluants, que ce soit dans l'air, dans l'eau, dans l'alimentation aussi, bien sûr, mais dans tous les produits d'hygiène, dans les produits cosmétiques, etc.
Ces perturbateurs endocriniens vont venir polluer le corps, déréguler le métabolisme au niveau de ces hormones et vont donc générer une facilité de prise de poids. Donc, c'est vraiment très, très, très important d'insister sur ces perturbateurs endocriniens qui sont pour moi une des causes les plus importantes de beaucoup de pathologies, pas seulement l'obésité, mais aussi les syndromes dépressifs, les cancers, bien sûr, ou le diabète de type 2. Donc, il y a quand même une responsabilité de l'industrie agroalimentaire assez importante, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a donc d'autres choses dans notre environnement qui peuvent venir à un moment donné faire prendre du poids ou amener vers l'obésité. C'est les médicaments. Il y a un certain nombre de médicaments comme les antidépresseurs, les psychotropes. Beaucoup de médicaments aussi pour des troubles psychiatriques qui vont venir engendrer une prise de poids. Les troubles psychologiques et les traumas, ça c'est extrêmement important. Je pense que l'intervenante de demain, Béatrix de Lamberty, va aussi en parler dans son webinaire sur les troubles du comportement alimentaire. Mais les troubles psychologiques, les traumas affectifs ou de violence aussi physique, sexuelle, etc sont souvent à l'origine de l'obésité. L'hérédité, bien sûr, on sait que quand on a des parents qui sont en obésité, ben, on a plus de risques d'être soi-même en obésité. Les conditions de travail, on y pense aussi assez peu, mais en l'occurrence, les conditions de travail, quand on a des rythmes biologiques notamment qui sont perturbés par ces conditions de travail bah, et le stress dû à ces conditions de travail vont venir influencer sur ce métabolisme. Le manque de moyens financiers, alors c'est pas l'objet d'aujourd'hui non plus, mais on a quand même une forte prévalence de précarité sociale et financière chez les personnes en obésité et ce n'est pas un hasard évidemment. L'évolution de la société avec la sédentarité multiples et variées, mais il y a plein de choses qui concernent l'évolution de la société où aujourd'hui on n'a plus vraiment le temps de prendre soin de soi en fait tout simplement. On ne nous donne pas, en tout cas, la possibilité de davantage prendre soin de soi et de sa santé de manière générale. D'autres maladies qui vont venir aussi intervenir dans l'obésité. Et puis la stigmatisation et les discriminations, ça c'est très important, même si Claudine l'a dit aussi tout à l'heure. La stigmatisation est une cause, ça n'est pas une conséquence, c'est vraiment une cause de l'obésité. Ça vient empirer le phénomène de l'obésité au lieu de l'atténuer. Et puis, au sommet de la pyramide, vous avez ce qu'on appelle les facteurs aggravants, qui ne sont pas donc du coup des causes directes, mais des facteurs qui vont venir effectivement aggraver le problème de l'obésité. Et vous voyez que là, la balance énergétique, on la retrouve ici, pas dans les deux bases de cette pyramide. Donc, il y a le comportement alimentaire, effectivement, bah oui, quand je mange un peu trop, trop sucré, trop gras, etc., ce sont des facteurs aggravants parce qu'il y a aussi des personnes qui mangent trop, trop gras, trop sucré et qui ne seront jamais en obésité pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Les régimes restrictifs, puisqu'on sait maintenant que la restriction va venir plutôt aggraver ces problèmes adipocytaires, la sédentarité bien sûr, mais aussi et surtout, et on y pense moins, la gestion du stress et des émotions. Donc, ils sont en lien avec un mal-être psychologique, mais la gestion du stress et des émotions va venir énormément perturber l'organisme. De même que les problèmes de sommeil, que ce soit une mauvaise qualité de sommeil ou pas assez de sommeil, et notamment chez les enfants, c'est une des causes les plus importantes de prise de poids chez les enfants, et également des troubles digestifs. Donc, pour en terminer là-dessus, vous voyez que les causes sont quand même multifactorielles, mais qu'on peut quand même les classifier en fonction de l'ordre d'importance, entre guillemets, que ce soit chronologique ou le poids que ces facteurs font peser dans la balance de l'obésité. Elles sont multiples et variées, mais elles n'ont pas toutes la même valeur ni la même importance. Et donc, c'est extrêmement important de se distancer par rapport à la balance énergétique et simplement parler d'alimentation d'un côté, ou enfin, plutôt de choix alimentaires et d'activités physiques qui sont de l'ordre de la responsabilité individuelle. Le problème de l'obésité est vraiment une maladie sociétale, une maladie sociale, et on est tous collectivement responsables de cette maladie et pas à titre individuel. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à Jean-Jacques Fabre. Bonsoir à tous. Bon, donc, je m'appelle Jean-Jacques Fabre. Je fais partie de l'association Histoire de poids des Bouches-du-Rhône. Nous sommes une petite association et nous ne cherchons pas à grossir. Nous aimons suivre les gens au plus près de manière à les aider le mieux possible. Voilà, et nous faisons partie donc de la Ligue avec mon épouse depuis
et du conseil de patients et de la Ligue depuis sa création. Voilà. Donc, ce soir, moi, je vais vous parler des critères de diagnostic qui servent donc à diagnostiquer la maladie obésité. On va commencer. Donc, le plus utilisé, donc, c'est l'IMC, hein, l'indicateur de masse corporelle, qui se calcule au poids sur la taille au carré. Ça permet de définir des plages entre 18 et 5 et 25, c'est une corpulence normale. De 25 à 30, on est en surpoids. De 30 à 35, une obésité de grade 1. De 35 à 40, de grade 2. Et plus de 40, de grade 3. Voilà. Ensuite, c'est un critère qui a certaines limites. Voilà. Ça dépend de l'IMC, dépend d'autres critères, comme l'âge, le sexe, l'ethnie, la masse musculaire. Hein, prenez un culturiste, par exemple, qui fait 1m75 et 130 kg, n'a pas un poil de graisse, et pourtant, il sera en obésité de grade 2, au minimum. Voilà. Ensuite, vous avez un outil disponible pour tout le monde, c'est la mesure du tour de taille. C'est un outil qui est vraiment accessible à tous, hein, et qui donne de très bonnes indications. Ensuite, vous avez l'impédance-métrie, hein, qui sert à mesurer la différence entre la masse maigre et la masse graisseuse. La calorimétrie, elle mesure la quantité d'énergie entre la masse maigre et la masse d'énergie thermique dégagée par un corps. Hein, je me suis trompé de ligne en lisant. Voilà, parce qu'il me faut ma petite fiche quand même pour me souvenir de tout ça. Vous avez la densitométrie corporelle, c'est-à-dire la quantité de calcium dans les os, ainsi que la masse grasse et la masse maigre. Ensuite, vous avez l'histoire de vie et la courbe de poids que l'on définit dès la naissance, que l'on suit dès la naissance, qui permet d'avoir une bonne approche, un bon suivi dès le départ sur le carnet de santé de l'enfant. Il y a différents types d'obésité, hein, l'obésité androïde de type homme, c'est-à-dire qui se situe sur l'abdomen principalement, l'obésité gynoïde, que l'on dit de type poire, qui impacte souvent les femmes, hein, donc c'est en dessous de la taille, la culotte de cheval, comme on dit, et l'obésité sarcopénique. La sarcopénie, c'est une maladie qui impacte des personnes de plus de 50 ans. C'est une perte de masse musculaire. Et pour la maladie obésité, cette masse musculaire est remplacée par des cellules graisseuses. Voilà. Donc, ça rajoute au poids, ça ajoute des difficultés à la personne qui a de plus en plus de mal à se dépasser. Voilà, je n'ai plus grand-chose à vous dire quant aux critères de diagnostic ni aux différents types d'obésité. Je vais donc passer la parole à la personne suivante, mon épouse, Catherine. Voilà. Donc, bonsoir. Donc, Catherine Fabre, je suis secrétaire générale de la Ligue nationale contre l'obésité, membre du conseil patient. Et donc, je vais vous parler ce soir des conséquences de l'obésité. Donc, en fait, il y a différentes sortes de conséquences. Il y a des conséquences qui sont directes et des conséquences qui sont indirectes. Alors, les conséquences directes, eh ben, forcément, il y a le physique, hein, parce que du coup, ben, ça c'est facile, le physique, le poids, la morphologie. Les personnes qui souffrent d'obésité peuvent être très essoufflées, avoir une sudation excessive, des problèmes articulaires, d'arthrose, des problèmes urinaires aussi, d'incontinence urinaire, des lombalgies. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est problème physique.
Après, mais il y a aussi des problèmes d'ordre physiologique et métabolique. Donc, physiologique et métabolique, ben, c'est tout ce qui est bilan sanguin, en fait, cholestérol, diabète de type 2, triglycérides, apnée du sommeil. Ça peut même aller jusqu'à certains cancers, comme le cancer du rein, le côlon, les seins, qui peuvent être induits par l'obésité. Il y a les stéatoses hépatiques, ce qu'on appelle la NASH. Des problèmes cardiovasculaires, de l'hypertension, et parfois même jusqu'à l'AVC ou l'infarctus. Donc voilà, ça peut être vraiment des conséquences très, très, très graves. Il y a des conséquences psychologiques. Ben, forcément, quand vous êtes en situation d'obésité, il y a beaucoup d'anxiété, parfois de dépression, de l'isolement petit à petit, des TCA, des troubles du comportement alimentaire qui peuvent se greffer, arriver. Ça peut même aller jusqu'à certaines phobies, une baisse de confiance en soi, parfois même des suicides, malheureusement. Et donc tout ça, c'est pour le côté psychologique. Vous avez enfin non, il en reste encore deux, le côté sociétal ou social. Alors social, c'est quoi? C'est tout ce qui est grossophobie. On en a parlé, discrimination, stigmatisation des personnes en situation d'obésité. Aussi bien, et là, ça peut toucher aussi bien les personnes dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine familial et aussi dans la rue, tout simplement dans la rue. Une fois, je me suis pris un coup de canne. Voilà. Dis pousse-toi de là à la brosse. Voilà. Ou même dans le domaine médical. Donc, c'est là où vraiment il faut que ce travail d'information évolue. Et enfin, la qualité de vie, forcément, le sociétal d'abord, pardon, le sociétal, il y a quand même 18% de la population française qui est en situation de surpoids ou d'obésité. Euh, c'est des cibles faciles, en fait, parce que voilà, comme il y a de la baisse d'estime de soi, beaucoup de détresse et souvent beaucoup de régimes et beaucoup d'échecs, ces personnes-là deviennent des cibles faciles pour des marchands de rêves. Le régime miracle de l'été, la pilule tout à fait extraordinaire qui vient de sortir, le traitement révolutionnaire, le sport, où on ne fait pas de sport mais on maigrit quand même, avec des petits électrodes ou des petits machins. Voilà. Donc forcément, quand les gens sont dans la souffrance, quand ils ont essayé beaucoup de choses, voilà, ça devient très simple de leur vendre du rêve. Et malheureusement, derrière, c'est beaucoup de souffrance et de destruction parce qu'on revient souvent à l'état initial, voire plus, voilà, puisqu'on ne guérit pas de la maladie obésité, comme m'a rappelé Aurélie tout à l'heure. Et enfin, la qualité de vie, forcément, la qualité de vie est altérée parce que déjà, dans la société, si vous allez prendre le train, l'avion, même dans une salle d'attente de médecin, souvent, vous ne pouvez pas trop vous asseoir. Vous êtes mal, essoufflé, tout ça, donc marcher, on peut pas, on n'est pas libre de nos mouvements et donc la vie tourne vite au cauchemar. Donc ça, c'était pour les conséquences tout à fait directes. Et, euh, et puis les conséquences indirectes, alors déjà, il y a une conséquence, c'est l'impact sur les proches et les aidants, parce que bien souvent, les proches et les aidants sont complètement impuissants face à cette maladie et à la personne qui souffre de cette maladie. Ils voudraient bien l'aider, mais parfois, il y a beaucoup de maladresse et du coup, ils ne savent pas trop comment faire. Et les mots et les actes peuvent être plus blessants et plus et aggraver la situation de la personne.
et l'isolement. Voilà. Après, il y a un impact financier, et ça, on n'y pense pas toujours, mais il est bien réel, parce que quand vous êtes en situation d'obésité, ben, vous habiller, ça coûte plus cher, vous déplacer, ça coûte plus cher, manger, ça coûte plus cher, euh, faire certains loisirs, ben, ça coûte plus cher, ou vous pouvez carrément pas le faire. Travailler, ça coûte, ben, des fois, travailler, ça devient problématique. Donc, ben, les revenus des personnes en situation d'obésité ne sont pas toujours des revenus qui permettent de vivre normalement. Voilà. Et certains patients, de par leur obésité, ne peuvent pas travailler parce que voilà. Donc il y a une discrimination la discrimination qui se met en place. Et la discrimination, elle peut être dès l'école, avec la grossophobie, après ben, dans le travail, dans la vie courante, comme on en a parlé tout à l'heure. Et ben, de la discrimination à la victimisation, ben, le pas est très étroit. Et du coup, ben, forcément, ben, la personne se replie sur elle-même et s'enfonce et devient phobique, ne sort plus de chez elle, ne voit plus personne et n'a plus de vie sociale. Voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, voilà, en résumé, ben, voilà, les conséquences de l'obésité, de la maladie d'obésité, ben, il y en a nombre, mais bon, on en a recensé là 6, mais je suis sûre qu'on pourra en trouver encore. Donc, le premier, ben, c'est l'impact sur les soins de santé, parce que souvent, ben, se faire soigner, ça devient compliqué, parce que, par exemple, certains IRM n'acceptent pas les personnes en état d'obésité parce qu'elles ne rentrent pas dans la machine, tout simplement. Trouver un médecin formé, bienveillant, c'est pas toujours simple non plus, parce que déjà, il y a de moins en moins de médecins généralistes. Donc, accepter un patient qui souffre d'une maladie chronique, ben, pour lui, c'est du temps et c'est compliqué. Et en plus, ben, on n'a pas trop d'action puisqu'on n'a pas de médicaments, on n'a pas de traitement. Donc, l'accès aux soins, c'est des fois difficile. Pour trouver des, euh, des ambulances qui vous transportent, ben, souvent il y a des coûts supplémentaires. On vous demande un coût supplémentaire pour vous amener du point A au point B parce que vous êtes en situation d'obésité ou carrément on vous refuse parce qu'on vous dit que vous allez casser le taxi. Voilà. Ensuite, ben, il y a les impacts sur les relations personnelles et professionnelles. On en a parlé, voilà. Il y a la baisse de l'estime de soi. Il y a l'impact au niveau de l'instruction, hein, parce que souvent, ben, voilà, c'est encore que maintenant, on s'aperçoit que toutes les couches sociales sont plus ou moins en train d'être rattrapées par la maladie. Mais bien sûr, vu que bon, les enfants déjà subissent beaucoup de grossophobie à l'école, il y en a beaucoup qui sont déscolarisés à terme et du coup, bah, le niveau d'études est assez bas dans ces cas-là. Ensuite, bon, les surcoûts, voilà, dont on a parlé. Et enfin, les problèmes émotionnels, la gestion du stress, de l'anxiété, etc., dont on a aussi parlé. Voilà, pour les conséquences de l'obésité. Je passe la parole à Alina, je crois. Tout à fait. Merci Cathy, merci pour cet état de fait qui est assez exhaustif et clarifiant sur les conséquences, effectivement. Et nous allons passer maintenant à parler du parcours de soins par rapport à l'obésité. Il y a aussi beaucoup de choses à dire ici et j'essaierai d'être synthétique parce que le temps n'est pas extensible. Mais voilà. Donc, en ce qui concerne le parcours de soins, il y a eu des travaux récents qui ont été faits par la Haute Autorité de Santé et j'aimerais vous parler des messages principaux qui en ressortent parce que pour moi, ils sont importants et ils pourront être à la base d'une évolution des pratiques
médicale. Donc, en fait, pour moi, ce qui est le plus important à relever, c'est que on a une approche pluriprofessionnelle et centrée sur la personne et que on, on- on- on conseille aussi une attitude des soignants ouverte, non jugeante. On conseille d'aller au-delà de l'IMC et du symptôme poids, ce qui est très important aussi. Comprendre le retentissement de la maladie et l'histoire de vie en parallèle. Et surtout, se concentrer sur la construction d'une alliance avec la personne et co-construire avec elle le parcours de son projet de soins. Donc, en fait, c'est le projet de la personne. Et il faut soutenir aussi, par les professionnels de la santé, le développement des capacités de la personne et de son estime de soi et de son autonomie dans la gestion de son projet. Soutenir, s'appuyer en fait aussi sur une équipe pluriprofessionnelle spécialisée. Spécialisée, c'est très important. Nous allons en parler plus tard. Et donc, il y a les travaux ont été faits sur les enfants et les adolescents et sur les adultes. Donc, concernant les enfants, ce qu'on a, euh, euh, ce qui ressort, c'est qu'il faut faire un dépistage et un diagnostic précoce, suivre la courbe, continuellement la courbe de poids, avoir une évaluation multidimensionnelle et surtout moduler les soins et l'accompagnement selon la complexité de la maladie. Encore une fois, on ne parle plus de perte de poids en premier. C'est très intéressant d'avoir lu ça et peut-être que maintenant, nous allons pouvoir sortir de ce paradigme où on imagine que le poids est contrôlable par l'individu. Donc, surtout du côté des enfants, c'est c'est sûr que c'est un non-sens. En ce qui concerne les adultes, on a parlé des 4 D, donc dépister, diagnostiquer, discuter et décider ensemble. Donc dépister, ça se fait par une mesure respectueuse du poids et aussi du tour de taille. On évalue la dynamique de la courbe ainsi que les situations à risque, donc voilà, pour le phénotypage de l'obésité. Euh, Ensuite, on ouvre le dialogue lors d'une consultation dédiée à l'obésité, spécialisée. Et ça, c'est pour le dépistage. Ensuite, diagnostiquer. On sait tous que, je sais pas combien de patients ont vraiment entendu le diagnostic, vous avez de l'obésité. Ça passe à la trappe. Donc là, la HAS dit annoncer le diagnostic. Ensuite, réaliser une évaluation multidimensionnelle. Donc, dépister les complications. Ensuite, graduer les soins, encore une fois, en fonction de la complexité. Et la complexité, on ne parle plus de morbide, on parle de non complexe, complexe et très complexe. Donc, évolution de langage, super. Ensuite, on peut discuter, et ça, c'est l'étape de la co-construction du parcours de soins. C'est l'étape où on accompagne les difficultés psychologiques, où on dépiste et où on accompagne l'autostigmatisation, c'est-à-dire l'internalisation des personnes de toutes ces injonctions à la perte de poids et de toute la stigmatisation ordinaire qu'ils ont vécue toute leur vie, et aussi toute forme de vulnérabilité. Ensuite, on propose une éducation thérapeutique. Ça, c'est très important aussi, sur l'acquisition des compétences en comportement en santé. Et on va parler d'activité physique, de lutte contre la sédentarité, de relation à l'alimentation. Donc, on parle bien de relation et de travail sur les sensations avant de parler équilibre et aussi d'environnement autour de l'alimentation et aussi de sommeil. Et ensuite, décider ensemble, c'est par rapport à ce qui peut être possible concernant les modifications des habitudes de vie et leur maintien dans le temps, concernant un objectif atteignable de poids réaliste, la gestion des complications et des retentissements de l'obésité et des troubles psychiques associés à l'obésité. Et en deuxième intention,
Donc, ça, c'est pour tout le monde. Mais ensuite, en deuxième intention, nous avons la possibilité de proposer des stratégies thérapeutiques complémentaires, comme des séjours en SMR, le traitement pharmacologique et la chirurgie bariatrique dûment préparée de manière pluridisciplinaire. Suivant. Voilà, je voulais aussi faire un petit focus sur sur le sujet de la prévention et notamment dans sa relation avec la prise en charge. Parce que malheureusement, aujourd'hui, et surtout au niveau politique, on oppose la prévention, et donc la prévention primaire, au parcours de soins. Et par rapport au fait que cette stigmatisation sociétale existe et qu'on imagine que la responsabilité pour le contrôle du poids, elle est individuelle et qu'elle est possible, le contrôle du poids est possible par l'individu. Donc, on considère que les personnes qui sont en situation d'obésité méritent leur situation et donc que ce n'est pas la peine de développer vraiment des politiques publiques de santé les concernant. Donc, on met beaucoup plus l'accent sur la prévention primaire. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro et j'entends un bruit de fond. Perle, je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup. Donc, ces campagnes de prévention qui sont orientées sur la responsabilité individuelle sont prouvées inefficaces. Ce n'est pas parce qu'elles existent que ça a une efficacité sur la prévalence de l'obésité. C'est tout le contraire, en fait. Et en plus, ça contribue à la stigmatisation dont je parlais, systémique et sociétale. Et donc, ça aussi, ça a été prouvé en lien avec une baisse de l'accès aux soins. Donc, les gens décrochent du soin et de la qualité du soin. Donc, c'est très, très important de faire évoluer le paradigme vers une responsabilité et des actions qui sont à la fois collectives et inclusives, donc pour tous, aussi pour les personnes qui sont déjà atteintes de la pathologie. Et donc, quand on dit prévention primaire, secondaire et tertiaire, voilà, pour rappel, la prévention primaire, c'est celle qui est à destination, enfin, qui intervient avant l'apparition des risques pour la santé. La secondaire, c'est pour éviter de tomber malade et la tertiaire, c'est pour éviter que la maladie déjà installée et se chronicise et qu'elle se développe, qu'elle devienne, qu'elle s'aggrave. Et donc, la prévention tertiaire et le soin dans l'obésité sont interdépendantes finalement. Ce sont les mêmes stratégies. Donc, c'est très important ou alors vraiment nécessaire de ne pas opposer la prévention et le soin. Et ça, ce n'est pas que pour l'obésité, c'est vraiment pour toute maladie chronique. Mais pour l'obésité, comme il y a cette stigmatisation c'est une grossophobie, donc elle est évidente, c'est d'autant plus spécifique. Donc il faut avoir un discours exempt de jugement moral, il faut comprendre les contextes de vie et l'environnement des personnes, et surtout, les politiques publiques devraient prendre en compte la souffrance provoquée par la stigmatisation et aider à déconstruire les idées reçues et évidemment leur internalisation par les personnes. Aussi, ce que peuvent faire les professionnels de la santé, c'est de faire la promotion des comportements santé, comme on avait dit auparavant dans les écrits de la HAS, et on va voir plus tard dans les programmes d'éducation thérapeutique du patient, via des entretiens motivationnels. C'est un outil extrêmement utile et voilà, qui a prouvé son efficacité. Donc, en quelque sorte, traiter l'obésité aussi, donc il s'agit du traitement, ça constitue en même temps une prévention pour d'autres pathologies, parce qu'on sait très bien, on a bien vu sur les conséquences, que l'obésité débouche sur d'autres pathologies et des complications associées. Merci. On peut changer donc le slide et passer au sujet suivant. Donc pour soigner l'obésité,
c'est nécessaire de faire appel à un accompagnement pluridisciplinaire qui soit coordonné et individualisé. Donc, sur le volet médical, à proximité, nous avons les médecins généralistes. Ensuite, il y a les spécialistes de ville qui sont les endocrinologues nutritionnistes. Et ensuite, au niveau des structures spécialisées, nous avons les SMR, les CSO et les CIO, donc les centres spécialisés en obésité. Et l'idéal, d'ailleurs, c'est une nécessité, mais ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. L'idéal serait que toutes ces personnes qui accompagnent l'obésité soient formées et ils soient spécialisés dans l'obésité. Donc là, on a encore une fois besoin de formation initiale et continue pour l'ensemble des professionnels qui accompagnent les personnes en obésité. Ensuite, sur le volet des activités physiques adaptées, euh, il y a les enseignants qui sont spécialisés dans ce domaine. Il y a aussi une dynamique de sport santé qui existe dans les villes où, bon, ce n'est pas forcément encadré par des APA, mais il y a des professionnels du sport qui sont sensibilisés par des formations courtes et c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, on peut évidemment s'appuyer sur les associations locales qui offrent ce type d'activité physique adaptée à la longue et qui est en complément du parcours de soins médical qui se passe en structure spécialisée. Sur le volet psychologique, euh, bien sûr, il faut accompagner toutes les difficultés psychologiques et toutes les problématiques de santé mentale lorsque c'est le cas. Nous savons qu'il y a un lien assez fort entre l'anxiété, la dépression et même les troubles de l'attention, donc le TDAH, euh, et l'obésité. Mais aussi, et ça c'est un tabou encore, et ce n'est vraiment pas encore dans euh, ce n'est pas rentré dans les réflexes des médecins généralistes, du moins, et même spécialisés, de dépister et de soigner les troubles des conduites alimentaires. Euh, et cette prévalence-là, elle est largement sous-estimée dans la population. Et on sous-estime aussi, et on ne connaît pas et on n'a pas encore mesuré euh, l'impact des traumas psychologiques et physiques que les personnes auront subis. Il y a des études, évidemment, mais la recherche ne fait que commencer sur ce sujet et elle devrait être poursuivie. Et sur le volet diététique, euh, c'est, c'est vraiment un sujet extrêmement large et nous n'allons pas pouvoir l'attaquer de manière exhaustive ici. Le plus important, c'est de décentraliser l'approche euh, de la perte de poids, de décentraliser l'approche de l'équilibre alimentaire vu comme auparavant avec la balance énergétique, le comptage des calories et même la hiérarchisation des aliments. Aujourd'hui, on doit travailler beaucoup plus sur une relation apaisée avec l'alimentation, sur une alimentation intuitive, sur les sensations alimentaires et donc sur cette approche qui est exempte de jugement et qui euh, lutte, on va dire, contre la restriction cognitive. La restriction cognitive, je pense que nous savons probablement tous euh, qu'il s'agit de ces mécanismes de programmation que nous avons et qui nous empêchent euh, d'avoir une relation euh, naturelle, en fait, avec l'alimentation. On est sur un surcontrôle et nous savons très bien que le surcontrôle donne lieu dans le temps à une perte de contrôle. En ce qui concerne les dérives lors du parcours de soins,
Euh, Nous avons déjà été alertés par Cathy Fabre là-dessus. C'est bien les accompagnements non spécialisés orientés perte de poids. Et ça, il y en a profusion. Donc, nous avons tout un marketing extrêmement agressif du marché de la perte de poids. Euh, et même si les personnes qui rentrent dans cette dynamique-là sont bien intentionnées, le fait de ne pas être formé à l'obésité, le fait de ne pas être formé à la diététique, de ne pas être diplômé et ne pas être déjà des professionnels de la santé, euh, ça peut, enfin, ça ne crée que des dérives. On va aller justement dans le sens de la restriction cognitive, on va aller dans une vision qui est empreinte de stigmatisation et qui est contre-productive. On peut perdre du poids, évidemment, sur le court terme, mais on ne soigne pas l'obésité avec ces approches-là. Et un deuxième niveau, même pour les personnes qui sont, même pour les professionnels de la santé qui sont formés, s'ils ne sont pas spécialisés en obésité, s'ils ne s'intéressent pas à l'obésité et s'ils ne s'intéressent pas au volet comportemental et de gestion des émotions et des addictions alimentaires, des troubles des comportements alimentaires et de l'alimentation émotionnelle, euh, donc ces professionnels-là vont aussi se retrouver dans, dans un paradigme d'inefficacité et d'insatisfaction et une grande difficulté d'avoir une alliance thérapeutique authentique avec les patients. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que la stigmatisation implicite des personnes à soigner, elle contribue en fait au maintien de ces dérives. Parce que une personne qui considère qu'elle est coupable de son état, qu'elle est coupable, qu'elle est responsable de son poids, qu'il suffirait qu'elle fasse tout parfaitement, qu'elle arrête de manger, qu'elle arrête de toutes ces injonctions qu'elle a internalisées et qui la rendent malheureuse. Donc, elle imagine que on a raison et qu'on a le droit de lui continuer à lui faire des injonctions, de lui imposer ce modèle de surcontrôle, ce modèle d'orthorexie, ce modèle de recherche de la perfection et de confusion entre santé et contrôle, entre moralité et voilà. Donc on est sur une totale dérive du soin et du parcours de soins. Ensuite, j'aimerais vous parler du rôle de l'ETP. Donc l'ETP, c'est bien le programme, enfin, ce sont les programmes d'accompagnement sur mesure qui sont co-construits entre les personnes malades et une équipe pluridisciplinaire, euh, encore une fois, qui sont formés, et composés de médecins, d'infirmiers, de diététiciens, de psychologues, sans oublier les patients partenaires qui peuvent aussi intervenir et co-construire ces programmes-là au titre de l'expérience vécue. Et cela pour acquérir des connaissances et des aptitudes à gérer la maladie et à mettre en œuvre des traitements et des thérapeutiques qui leur sont proposés. Voilà, donc ce qui est encore une fois extrêmement important, c'est d'avoir en tête à tout moment de favoriser l'alliance thérapeutique. Parce que sans l'action conjointe et égalitaire, on va dire, d'égal à égal, sans différentiel de pouvoir entre les professionnels de la santé et les personnes à soigner, il n'y a pas de réel gain thérapeutique pour la personne, autant pour la perte de poids en soi que pour le gain en qualité de vie et en santé. Donc, l'autonomie des patients, c'est un objectif en soi. Euh, et donc,
la personne reprend le pouvoir, en fait. Et elle devient exempte du sentiment de culpabilité. C'est vraiment l'idéal dans l'éducation thérapeutique du patient, c'est de traiter cette culpabilité et s'approprier les ressources nécessaires qu'elle pourra mobiliser en faveur de sa santé. Donc, les personnes vont adhérer plus facilement, plus volontiers au parcours et au traitement proposé. Et donc, de ce fait, améliorer l'observance euh, et augmenter l'efficacité de toutes ces stratégies de soins. Un problème que nous constatons en fait par rapport au programme d'éducation thérapeutique du patient, c'est une disparité de fonctionnement et aussi des moyens qui sont alloués à ces programmes ETP, qui ne sont pas tous spécialisés spécifiquement sur l'obésité et pas de la manière dont je vous l'ai décrit sur l'ensemble du territoire. Et donc, il y a un réel problème d'uniformité hein, des pratiques et aussi afin d'assurer que les attentes des patients sont comblées. Donc, une autre chose, c'est que les programmes d'éducation thérapeutique du patient se doivent d'être assez longs et assez réguliers dans le temps pour pouvoir euh, instaurer en fait ces changements et ces améliorations de stratégie. Donc, ensuite, on va passer au traitement. On change de page, s'il vous plaît. En ce qui concerne les traitements, nous n'allons pas faire toute la description parce qu'ils sont assez connus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a quelques options qui sont existantes sur le marché, comme les analogues de GLP-1, mais qui sont malheureusement pas encore remboursés. Enfin, il y a un accès précoce qui vient de s'arrêter et puis nous ne savons pas exactement ce qui va arriver par la suite. Mais euh, cela dépend, je pense, en grande partie du fait que la production aujourd'hui elle est insuffisante par rapport aux besoins de la population. Il y a également aussi des molécules euh, orales. Certaines sont recommandées par la l'HAS et remboursées, mais il y en a un, par exemple, le naltrexone bupropion, qui est disponible outre-Manche, mais pas chez nous, pas encore en Europe, euh, et qui a prouvé son efficacité. En ce qui concerne les perspectives, nous espérons une production répondant aux besoins dans les années qui suivent, mais ça ne va pas aller super vite, il s'agit quand même de quelques années. Et puis, pareil, le rythme, il est constant pour le développement et l'essai de nouvelles molécules. Et la tendance va vers plus de médicaments oraux. En ce qui concerne les dérives, je pourrais parler surtout du choix basé sur le pouvoir d'achat. Donc, en fait, on peut prescrire ces molécules, mais elles sont à payer de la propre poche du patient. Donc, du coup, elles sont accessibles uniquement aux personnes qui peuvent se le permettre, surtout sachant que ces médicaments doivent être pris à la longue et que leur arrêt, comme toute molécule qui traite une maladie chronique, engendre voilà, l'absence de l'effet. Donc, en fait, ça induit une reprise de poids et c'est très important de pouvoir le maintenir à la longue. Il y a aussi le problème du mésusage de la délivrance pour des patients qui ne sont pas vraiment prioritaires. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la chirurgie bariatrique et métabolique. Aujourd'hui, il y a 4 techniques chirurgicales recommandées par la HAS et qui ont pour effet une perte de poids conséquente. Cette perte de poids, elle a un retentissement positif non négligeable sur l'ensemble de la qualité de vie de la personne et sur l'ensemble de sa santé, sur les complications de l'obésité, mais ça peut aussi avoir des effets négatifs euh, sur en ce qui concerne les complications post-chirurgicales, mais aussi en plan psychologique, en plan social,
sur d'autres maladies et certainement sur la qualité de vie donc, en ensemble. Ce qui est très important pour pouvoir avoir un bilan positif, c'est d'avoir une préparation, oui, c'est d'avoir une préparation suffisante, nécessaire, euh, pluridisciplinaire et un suivi à vie qui doit devenir la norme aujourd'hui et qui n'est pas encore le cas. On a encore beaucoup trop de perdus de vue. Et ça peut être comblé de notre point de vue par la transmission du savoir sur la chronicité de la maladie. Si nous arrivons à faire passer le message que l'obésité est une maladie chronique, les patients auront beaucoup plus d'adhésion au suivi à long terme. Voilà, je vous remercie. Alors, je prends la suite. Merci Alina pour d'avoir clôturé sur cette thématique-là. Moi, ce que je vous propose, c'est que là, il nous reste quelques minutes, c'est de se concentrer sur vos questions, parce qu'il y a eu quand même pas mal de questions. Donc, peut-être les prendre une à une pour celles qu'on peut. Beaucoup se ressemblent aussi. Donc, on va essayer de répondre au maximum de questions que l'on peut. Parce que le but, comme on le disait tout à l'heure, c'est de vous apporter le plus de tips ou d'informations sur l'obésité. Donc, je vous laisse la parole, les membres du conseil de patients, pour apporter du coup certaines réponses. Alors, dites-moi. Je ne sais pas si on les voit toutes, en fait, si tout le monde voit les questions, en tout cas. Alors, non, tout le monde ne voit pas les questions. Ah, c'est ça, donc il faut les reprendre une à une. Alors, je vais juste rapidement répondre à Ruben qui parlait des influences innées, enfin, outre les influences innées et acquises, comment on fait pour gérer les fonctions essentielles à la survie, comme manger et, entre autres, chercher les comportements les plus économes en énergie. Est-ce que ces shoots de dopamine récompense induits peuvent-ils être canalisés, psychoéduqués, détournés? Quid de l'efficacité des TCC et ACT? Donc Ruben, en fait, je vous invite à reposer cette question demain sur le webinaire sur les TCA, parce que les TCA sont quand même quelque chose de très particulier et toutes les personnes en obésité n'ont pas forcément de troubles de comportement alimentaire. Pour le reste, je l'ai dit un peu dans les causes, hein, les causes sont quand même plutôt hormonales que psychologiques ou comportementales. Donc certes, les thérapies TCC et ACT peuvent être positives sur le plan psycho-émotionnel. Pour le reste, je pense qu'il faut effectivement, avec l'aide des psychologues, mais aussi des diététiciens comportementalistes notamment, comprendre le fonctionnement de son corps pour avoir une réponse adaptée et notamment par le biais des sensations alimentaires. Alors, la différence entre patient partenaire et patient ressource, je ne sais pas qui veut répondre à la question. Donc le patient partenaire, c'est un patient qui va effectivement co-construire avec l'équipe médicale, qui va être formé à prendre plus de hauteur par rapport à l'ensemble de l'obésité. Ressources, il va vraiment témoigner dans des réunions d'information. Et les partenaires sont formés pour les ressources, on n'a pas besoin forcément d'être formé. Patient partenaire, il y a des formations qui existent. On apportera peut-être plus de précision, Marion, pour laisser aussi la parole aux autres pour répondre aux autres questions. Je proposais de faire peut-être un petit focus peut-être dans des messages, dans Ok, des. alors je vais continuer avec la question de Cécile Bichard. Salut Cécile. Concernant les tissus adipeux, il est dit que les cellules du tissu adipeux diminueraient en nombre au bout de 10 ans après une perte de poids. Qu'en pensez-vous? Alors Cécile, moi j'ai pas la même information que toi. Il ne diminuerait pas en nombre. Par contre, effectivement, c'est l'inflammation qui peut diminuer. Cependant, si ça diminue, même si c'est vrai que ça diminue au bout de 10 ans, ça me paraît quand même être un peu long, un peu beaucoup. Et je précise aussi que les différentes causes qui ont été nommées ne disparaissent pas, elles. C'est-à-dire que même si on arrive à résorber le tissu adipeux, les causes, elles vont rester, et notamment les causes hormonales et métaboliques. Parce que dans le tissu adipeux, il y a aussi un dialogue entre ce tissu adipeux et les hormones, et donc ça peut venir créer, engendrer des problèmes métaboliques qui sont donc une des causes, avec problèmes métaboliques et endocrinologiques qui vont être des causes de l'obésité. Et donc, je réponds en même temps
à la personne qui a dit que la pyramide l'a laissée perplexe parce qu'elle est en parcours de chirurgie. Et ni le médecin, ni la diététicienne, ni quiconque ne m'a dit que la balance énergétique n'était qu'un facteur aggravant, alors que j'explique que je mange sainement et fais du sport. C'est le cas de beaucoup de personnes en obésité, hein. Ils mangent en général beaucoup plus sainement que la majorité des gens et font aussi du sport, en tout cas à la hauteur de ce qu'elles peuvent faire, parce que les troubles métaboliques font aussi perdre le bénéfice de l'activité physique. Mais la chirurgie bariatrique est aussi une chirurgie métabolique. Donc, elle va avoir quand même un impact positif, si je peux vous rassurer là-dessus, sur le métabolisme, justement, de manière générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ta-ta-ta. Pour vous, une consultation dédiée à l'obésité devrait durer combien de temps? Qui veut répondre? 8 heures? On n'a peut-être pas assez. Non, bah voilà, le temps qu'il faut. De toute façon, c'est pas une consultation qui va gérer et traiter la maladie, hein. C'est plutôt, à mon avis, la récurrence, la fréquence des consultations plutôt que la durée qui va jouer sur le traitement. Je suis d'accord avec toi, Aurélie. Ouais. Ce n'est que la première séance, pour moi, est importante. Elle devrait durer au moins une heure et demie. C'est, il y a toute l'analyse de la personne psychologique, le parcours de vie. Voilà, un médecin qui prend vraiment ça au sérieux devrait accorder au moins, au minimum, une bonne heure à la première séance. Après, comme tu le dis, c'est toute une suite, c'est tout un suivi et qui est très important, bien entendu. Et orienter le patient vers des programmes d'éducation thérapeutique tels que le prévoit la Haute Autorité de Santé, parce que justement, on comprend mieux sa maladie quand on intègre ce type de programme. Tout à fait. Et il faut effectivement former les médecins généralistes aussi à orienter. Quand on, quand Alors, on- quand on pense que la formation du médecin généraliste jusqu'à il y a peu sur la maladie obésité, c'était quoi? C'était une heure dans tout le cursus. on est passé à 2 maintenant, youpi. C'est Euh, formidable. pour, Oh là là. On pour a, on répondre a... à la question d'Astrid, pardon, Marion, je Vas-y, tu peux? peux y aller. Pouvez-vous me donner des pistes sur la gestion des parents lors de consultations avec des enfants en obésité? Est-ce que je suis en droit de demander aux parents de sortir de la consultation quand je sens une stigmatisation trop forte de leur part? Alors, je ne sais pas dans quelle profession vous êtes, Astrid, mais si vous êtes professionnel de santé, il y a le code de santé publique qui répond à cette question ou les codes de déontologie pour d'autres professions. Quoi qu'il en soit, oui, bien sûr, vous pouvez demander aux parents de sortir de la consultation. C'est tout à fait votre droit. Ils ont le droit de refuser également. Mais attention, même si vous le faites, que vous écartez les parents de la consultation pour être centré sur l'enfant et faire en sorte euh, de garantir un cadre un peu plus neutre et bienveillant. Il ne faut pas non plus mettre de côté les parents qui sont quand même des soutiens. Donc, je pense que c'est important d'intégrer les parents à l'éducation que vous allez faire de manière générale. Donc, il faut absolument essayer de créer le lien entre le parent et l'enfant. Il y avait la question comment faire pour que l'obésité soit prise en charge en tant que telle par la sécurité sociale. Donc là, Ouais. je peux rebondir derrière aussi. Et Euh, sur les infirmières azalées, je laisse la parole juste après Marion, mais c'est pour les Vas-y. infirmières azalées aussi que je voulais répondre. Les infirmières azalées ne s'occupent que de certaines maladies chroniques et encore pas toutes. Mais effectivement, le problème, c'est que l'obésité aujourd'hui en France n'est pas reconnue comme une maladie chronique et n'est pas non plus reconnue comme une affection de longue durée. Je pense que c'est là où tu voulais en venir, Marion. Et donc, je te Exactement, laisse j'allais finir. rebondir là-dessus. Vas-y. C'est ça, en fait, non, c'est notre combat justement à la Ligue de reconnaître l'obésité comme maladie chronique en tant que telle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, elle n'est pas encore prise en charge par la sécurité sociale. Mais c'est notre combat. Voilà. Là, c'est déjà 19h56, donc on répondra à toutes les questions. On va y répondre tous ensemble et on les enregistrera. Comme ça, elles feront partie du replay de ce webinaire pour pas vous laisser non plus trop de temps. Parce qu'on avait quand même convenu avec vous 20 heures. Donc, du coup, on a pour habitude de respecter quand même les règles qu'on se fixe. Donc, si jamais voilà, vous souhaitez aller plus loin sur la question de l'obésité, sachez que nous, à la Ligue, on fait une sensibilisation à l'obésité. Elle a lieu le 4 avril. Si vous voulez des infos, c'est sur notre site internet, mais vous pouvez aussi l'envoyer à formation@liguecontrel'obésité.org.
Ensuite, vous avez également des ressources disponibles. Donc ça, c'est pour la journée mondiale ou même pour vous, si vous êtes un professionnel de santé, une association de patients ou une personne qui veut avoir des données et des fils d'information sur la maladie de l'obésité. Vous pouvez trouver tout ça soit sur notre site internet liguecontrel'obésité.org, soit sur le site de la journée mondiale qui est dédié en fait à cette journée-là. Vous pouvez demander les ressources, elles vous seront accessibles et comme ça, vous pourrez en prendre connaissance, les afficher et même pouvoir vous aider de ça. Elles sont faites pour, donc n'hésitez pas. Et après, donc du coup, pour finir sur le point ligue, et donc du coup, voilà, pour finir, si vous souhaitez adhérer, parce qu'on a quand même besoin de soutien dans ce combat-là, on a mis en place du 4 mars au 17 mars une réduction de 15% sur toutes nos adhésions. Le but, c'est vraiment de pouvoir être ensemble dans ce combat-là. Vous avez toutes les informations sur notre site internet liguecontrel'obésité.org. Sinon, vous pouvez poser toutes vos questions à l'adresse contact@liguecontrel'obésité.org. Et si jamais, vous pouvez toujours aussi faire un don. On en a besoin. Comme on a dit, on part sur des projets de prévention. On aimerait bien aller dans les écoles un petit peu plus. On aimerait bien faire des ressources aussi graphiques pour la prise en charge des personnes en situation d'obésité. Ce sont des projets que nous avons et du coup, vu que nous sommes une association à but non lucratif, c'est grâce aux dons que nous vivons et aux actions de nos bénévoles à la Ligue. Donc voilà. Donc là, ce que je propose, c'est peut-être vu qu'il est 19h59, nous, on est resté dans les clous. On va peut-être rester pour répondre aux dernières questions. Comme ça, ceux qui souhaitent rester, ils peuvent. Et après, ceux qui doivent partir, n'hésitez pas. Vous aurez du coup le replay d'ici 2 semaines sur notre chaîne YouTube. Et vous aurez du coup toutes les informations si vous ne pouvez pas rester un peu plus longtemps ce soir. En tout cas, merci beaucoup de vous être connectés. Ça nous fait plaisir. C'était une première, ces webinaires. Il y en a toute la semaine. Donc demain, ça va être TCA et obésité. Mercredi, traitement de l'obésité. Jeudi, stigmatisation de l'obésité. Et on terminera pour la journée de la femme, sexualité et obésité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur les prochains si vous le souhaitez. Marion, juste une dernière petite chose très importante, peut-être rappeler le numéro de téléphone de Obécoute, c'est le 04 48 206 206. Et c'est de 9h à 17h du lundi au vendredi. C'est totalement anonyme et avec une personne formée au bout du fil qui vous écoutera et vous orientera avec grand plaisir. Merci Catherine, secrétaire générale de la Ligue, toujours là. Toujours là. Du coup, je vous laisse reprendre les questions, peut-être comme ça on peut terminer là-dessus. Il y avait une question peut-être pour Alina sur le lien entre TDAH et obésité. Est-ce que tu voudrais répondre? Voilà, donc c'est bien une association qui a été récemment prouvée et qui en fait elle est expliquée par une forme d'addiction à l'alimentation. Voilà, donc troubles liés et par exemple chez les patients avec TDAH, la prévalence de l'obésité a augmenté de 70% comparativement à la population générale. Donc c'est vraiment conséquent. On ne connaît pas encore les facteurs explicatifs de cette association, mais voilà, on dit que l'addiction à l'alimentation est un des facteurs de développement et de maintien de certaines formes d'obésité. Et aussi que les addictions sont plus fréquentes chez les patients avec un TDAH qu'en population générale. C'est encore flou, mais on a compris qu'au niveau de la prévalence et au niveau de l'interaction de l'addiction et des troubles des conduites alimentaires, il y a un lien avéré avec l'obésité. Catherine, tu voulais dire un truc? Oui, il y a quelqu'un qui parle du suivi post-chir Oui. avec reprise de poids. Alors, effectivement, après 2 ans, après la lune de miel, il y a souvent des reprises de poids qui vont aux alentours de 5 kilos parce que le corps réajuste un petit peu, se réajuste un petit peu. Il ne faut pas monter au-delà et il ne faut surtout pas paniquer dans ces cas-là parce que c'est une réaction tout à fait normale et c'est là où le suivi est vraiment primordial. Alors quand je vois qu'il y a certaines équipes qui vous préconisent pas les prises de sang après sleeve ou bypass
tous les ans, etc., il faut insister auprès du généraliste dans ces cas-là. Mais il faut vraiment ce suivi, ces examens, il faut vraiment le faire parce que les carences sont vite là. Et une carence, on n'est pas du tout à alerter quand on a des carences si on ne le regarde pas sur un bilan biologique. Voilà. Et ça peut après Et, avoir des conséquences. et j'ajouterais, il faut reprendre contact avec son équipe pluridisciplinaire Mm. pour effectivement savoir d'où ça vient et commencer justement revoir peut-être la diététicienne et commencer à marquer bien votre journal de bord de toute l'alimentation. Ça avancera dans une meilleure prise en charge après le suivi, pour le suivi. Oui, voilà, en fait, ça dépend de la source, comme tu disais, Claudine, ça dépend vraiment de la source de ce dérèglement. Bon, on sait très bien qu'il y a cette reprise de poids qui peut être, et en fonction des complications de l'obésité et de la présence d'autres maladies chroniques conjointes, par exemple avec un diabète, on a une reprise de poids qui est plus conséquente que sans. Voilà, on a des prédictions euh, par l'intelligence artificielle, un nouveau modèle de prédiction de la reprise de poids en post-chirurgie bariatrique qui existe aujourd'hui, qui a été publié l'été dernier et qui le démontre. Donc ça, voilà, c'est un fait. Euh, Ce qu'il y a comme perspective et comme espoir de permis, c'est qu'il y a la possibilité de se tourner vers le traitement pharmacologique dans ce cas aussi, en post-chirurgie. Donc, c'est une option, pas pour tout le monde. Mais voilà, donc on peut avoir un suivi en addicto, on peut avoir un suivi, ça dépend. Il faut que le suivi soit comme en préopératoire, qu'il soit personnalisé, qu'il soit centré sur la personne et en fonction de ses problématiques à elle. Deux dernières mini-questions. L'obésité est-elle un handicap pour la procréation? Fatou, je vous invite à venir au webinaire de vendredi sur obésité, sexualité. J'en parlerai un tout petit peu, même si ce n'est pas forcément l'objet de ce webinaire. Mais pour répondre à votre question succinctement, elle n'est pas forcément un handicap pour la procréation, mais elle peut en effet pour la procréation, enfin l'obésité peut avoir des incidences sur la procréation masculine et féminine. Donc effectivement, c'est un sujet quand même assez important. Et toute dernière question de Sybille, comment voyez-vous la place de l'activité physique adaptée dans la prise en charge de l'obésité? C'est de l'activité tous les jours, hein, et tout ce qu'on fait, c'est de gagner. Normalement, les recommandations, elles inscrivent 3 heures et demie par semaine, mais plus on fait de l'activité physique, et mieux c'est. Oui, et le gain, il est en fait non pas forcément ce qu'on imagine sur la balance énergétique, encore une fois, et la perte de poids. Les premiers bénéfices sont pour la santé globale, sont pour construire voilà, le capital osseux, le capital musculaire. C'est ça qui va engendrer un effet bénéfique sur la maladie de l'obésité. Et ça Et aide effectivement au maintien d'une perte de poids. Ça aide à ne pas prendre du poids. Alors qu'on sait que l'obésité est une maladie qui se complexifie avec le temps, c'est un gain considérable. Puis, attention, activité physique, c'est pas forcément aller du pousser des sport. corps, aller dans une salle de Oui, sport. Ah, donc, Ça peut être du ménage, du jardinage, de la marche, pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller faire ses courses. Voilà. Tout ça, ça rentre dans l'activité physique. Donc, la place de l'activité physique, toute la journée, on peut faire de l'activité physique. Sachant que l'activité Modérément, physique, modérément et selon ses possibilités. Sachant que l'activité physique ne fait pas maigrir, en fait, elle apporte du muscle qui chasse la graisse, ce qui est tout à fait différent par rapport au poids, à la balance du poids. Par contre, l'activité physique, elle a toute sa place, en effet, pour la santé de manière générale, parce qu'elle permet justement cette régulation meilleure du métabolisme. et ça Donc, c'est à permet conseiller aussi, pour tout le monde. pardon, excuse-moi, Aurélie, je croyais que tu avais fini. Vas-y, Non, non, continue, vas-y. excuse-moi. Non, Oui, non, j'ai vas-y, fini, ça y vas-y. est. Et ça permet aussi de mieux se mouvoir dans l'espace. Et ça, c'est très important. Et de se Ça reconnecter à son corps. permet, et voilà, j'allais le dire, et surtout un certain regain d'énergie, une meilleure estime de soi, parce qu'en fait, quand on se reconnecte à son corps, on l'habite, donc on se sent mieux, on a une meilleure satisfaction corporelle, et ça lutte contre la dépression, l'anxiété, le stress, ça aide à mieux dormir. Donc voilà quoi, ça fait tout un tas de choses. Et en fait, la question, elle était portée sur l'activité physique adaptée.
Et par rapport Mm. à ce côté adapté, effectivement, je pense que ce n'est pas assez compris à quel point c'est important et à quel point, en fait, tous les accompagnants en activité physique devraient au moins se sensibiliser à ce côté adapté à la maladie chronique. Parce qu'il y a tout un tas d'adaptations à faire. Et ce sont des longues études hein, pour les enseignants en activité physique adaptée. Voilà, on va finir là-dessus et sur le soleil que Yemuna nous envoie de Guadeloupe. Merci beaucoup, Yemuna. Oui, merci beaucoup. Merci à vous d'être resté un petit peu plus pour répondre à ces dernières questions. Voilà, je vais clôturer du coup ce webinaire. Sachez juste quand même qu'il y a une trame sur l'obésité qui a été faite par le conseil de patients et en fait qui peut répondre à toutes vos questions, je le pense. Ils ont travaillé quand même pas mal de temps sur cette trame-là. Vous pouvez la trouver sur notre site internet liguecontrel'obésité.org. Et si jamais, n'hésitez pas pareil à nous la demander par mail. C'est un document qui mérite d'être lu. Donc voilà, c'est un joli travail et ils ont passé quand même pas mal de temps dessus pour pouvoir bien expliquer qu'est-ce que c'était que l'obésité, ses causes, ses conséquences, le rôle des associations. Donc, ça reprend un petit peu ce qu'on a abordé là en 1 heure. Donc, voilà, vous pouvez nous envoyer un mail si vous souhaitez avoir accès. Sinon, vous l'avez sur notre site Internet. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie de vous être connectés encore une fois et peut-être à demain pour certains ou dans quelques jours en fonction des webinaires qui vous intéressent. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au Bonne revoir. soirée. Bonsoir à Au tous. revoir à tous, merci.